Allez, on va parler de politique internationale, évidemment, avec ces 25% de chances d'échec. Ce sont les mots de Donald Trump. C'est l'estimation du président américain à la veille de sa rencontre avec Vladimir Poutine, alors que Donald Trump évoque déjà une deuxième réunion tripartite avec cette fois Volodymyr Zelensky et le chef du Kremlin. Eh bien, on va se poser donc cette question. Quels sont les objectifs réalistes de cette réunion de demain? Avec donc notre invité David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Quels sont pour vous les enjeux demain pour les deux protagonistes ? Les enjeux sont vraisemblablement pas les mêmes. Du point de vue de Donald Trump, ce serait de parvenir effectivement, comme il se veut un expert en statistiques, il espère les deux, on va dire, aux trois quarts, une réussite qui pour lui serait un gain minimal, c'est-à-dire une absence d'échec. Rien à annoncer. Il a été prudent. D'habitude, il est beaucoup plus proactif et dans ses attentes. Là, il a évoqué dernièrement le fait que il ne parle plus de régler le problème en 48 heures. Il a dit c'est compliqué, c'est vraiment pas facile. Donc, il a pas, on va dire, surévalué les attendus du sommet. Du côté des Russes, ils viennent en confiance parce que ils considèrent qu'ils progressent sur le terrain, même si c'est à relativiser, encore une fois. Mais enfin, en tout cas, il y a une logique d'affichage du côté russe pour montrer au président américain que finalement l'Ukraine perdrait la guerre avec une possible rupture du front. Et donc, il y a un déséquilibre, en tout cas, dans le sommet. Dans la dimension interpersonnelle, il est d'autant plus déséquilibré qu'il n'y a pas Zelensky et que les Européens sont marginalisés par ailleurs. Alors, à partir de quel moment ou quel résultat on peut considérer, en tout cas pour Donald Trump, que la rencontre est une réussite? Est-ce que c'est l'organisation de cette seconde réunion? Est-ce que c'est un cessez-le-feu? À quel moment Donald Trump pourra crier victoire, en tout cas sur cette étape-là? Oui, ce serait évidemment une annonce de cessez-le-feu, parce que là, on retrouve d'ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, certains paramètres qui prévalent sur la situation à Gaza. Annoncer un cessez-le-feu, ça montrerait qu'il a en surplomb été un peacemaker, même si sur le fond, rien ne sera réglé. Et de toute façon, le problème, c'est que du côté russe, un cessez-le-feu qui a été accepté dans son principe par Zelensky est extrêmement conditionnalisé. Il se ferait pas sur une ligne de front. Et donc, on voit bien évidemment la complexité de la situation pour le sujet en question. Régis Le Sommier. Moi, je pense que en fait Donald Trump a besoin d'une médaille de la paix. Il avait promis qu'il arrêterait cette guerre. Les midterms vont arriver à grande vitesse et il sait que là, il est pas sûr de les gagner, comme c'est de coutume aux États-Unis. Donc, s'il veut préparer ses élections, il faut qu'il aille vite et il faut qu'il obtienne des résultats, notamment en particulier dans cette guerre. Je pense que il y avait la question de Gaza et la question de la guerre en Ukraine. Je pense qu'il a prioritisé l'Ukraine en considérant qu'il y avait, dans le cadre d'un face-à-face avec Poutine, plus de chances finalement d'avancer à la fois sur le dossier ukrainien, mais sur d'autres dossiers. Parce que le réchauffement des relations entre la Russie et les États-Unis, c'est historique. C'est la perspective d'un nouveau découpage du monde. Et d'ailleurs, ils vont parler de sécurité internationale. Ça a été précisé par le Kremlin. On va parler de l'Ukraine et de sécurité internationale. Vous savez, le fameux pacte de sécurité dont les Russes parlent depuis bien avant le conflit, qu'ils souhaitent appliquer, qu'ils souhaitent mettre en place avec les Américains, une nouvelle ère finalement avec chacun sa sphère d'influence. Et je pense que on est dans un moment historique, puisque vraiment la rencontre, un moment qui ressemble à des grands moments de la guerre froide. Ah oui, un Yalta aussi. Comment ? Ou peut-être un Yalta aussi. Peut-être un Yalta avec un Poutine avec un Poutine. Sauf que c'est ça la grosse différence. Un Poutine dans le rôle de Staline, mais vous n'avez pas un Churchill qui a réussi à se glisser au milieu des deux
pour faire entendre les intérêts des Européens. Là, vous n'avez personne. Ça se passe en Alaska. Emmanuel Macron aurait rêvé. Ah, je pense que oui. Ça se passe à l'autre bout du monde. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe et Zelensky sont relégués à la table des enfants, en fait, à qui on va expliquer les choses après. C'est ça qui va se passer. Et les deux grands discutent avec tout un cérémonial qu'on va voir demain, les voitures respectives des uns et des autres. Poutine fait venir sa voiture personnelle blindée en Alaska. Il a franchi il y a 2 heures l'espace aérien américain. Donc on est dans une sorte on a l'impression d'être presque dans un polar. Ça nous rappelle les années 60, 70, et vous avez raison d'évoquer Yalta. Mais voilà, la grosse différence, c'est l'Europe n'y est pas. Alors on continue évidemment en parler avec notre invité David Rigolet-Rose. Vous restez encore avec nous quelques instants. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudy Saada. Et toujours avec moi Vincent Roy et Régis Le Sommier. Puis en ligne David Rigolet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan. Régis Le Sommier le disait il y a un instant. Est-ce que demain, David Rigolet-Rose, on va discuter d'Ukraine, mais pas que? Oui, non, incontestablement, il y aura l'Ukraine parce que c'est au menu, c'est effectivement le sujet central, mais il y aura certainement d'autres sujets de discussion. Et le fait que ce soit scénarisé en Alaska est tout sauf un hasard, d'une certaine manière, puisque l'Alaska, il faut rappeler que ça a été vendu par les Russes en 1867. Certains nationalistes russes évoquent aujourd'hui, d'ailleurs, parlent de l'Amérique russe. Donc aujourd'hui, c'est un face-à-face à la fois géographique et géopolitique avec des sphères effectivement géocontinentales qui se mettent en place. Et il y aura certainement de la part de Donald Trump. Ça explique d'ailleurs aussi pour partie une certaine prudence et une certaine indulgence jugée coupable par évidemment ses détracteurs par rapport à Vladimir Poutine, parce qu'il y a des perspectives économiques, notamment au niveau de l'Arctique, d'exploitation, de mise en œuvre d'exploitation de champs d'hydrocarbures ou autres. Et puis il y a plus largement des discussions qui peuvent avoir lieu aussi sur les arsenaux nucléaires par rapport aux accords START et une remise à plat en réalité de toute la structure effectivement post-guerre froide qui aujourd'hui demande à être révisée. Vincent Roy. Écoutez, oui, effectivement, l'Ukraine est au menu, mais à mon avis, c'est quand même le plat principal. L'Alaska, c'est les akouskis. Moi, je crois pas du tout à cette histoire. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, moi je pense, mais ça n'appartient qu'à moi, je suis seul responsable de mes propos, je pense que tout ça, c'est du cinéma. C'est-à-dire que demain, de toute façon, Monsieur Poutine et Monsieur Trump ont déjà parlé. Et donc, je pense que là, on est en train de nous faire du cinéma. Monsieur Trump nous dit, j'ai 25% de chance de réussir. Ils sont mis d'accord de toute façon. Monsieur Poutine, il va pas rendre les territoires qu'il a pris, sauf à la marge. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Monsieur Trump qui fait 2 mètres, à côté de Monsieur Zelensky qui fait 1m50. Donc, quand les types de 2 mètres parlent, ceux d'1m50 se taisent. C'est la règle, pour paraphraser Monsieur Audiard. Je vois pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Monsieur Trump peut taper du poing sur la guerre. Et oui, il peut arrêter la guerre. Ça veut dire que il peut dire, attention, moi je ne fournis plus d'armes. Ah oui, c'est quand même un sacré truc. Et moi, je pense que... Parce que, imaginez que Monsieur Trump et Monsieur Poutine se rencontrent sans avoir parlé depuis 6 ans. Ah bah tiens, ça y est, on va aborder en une demi-heure tous les sujets. Mais enfin, tout ça est faux. Il va sortir un texte de tout évidemment, ça. Ça a été... c'est une rencontre qui est préparée par les émissaires des... ça a été travaillé. Évidemment. On sait ce qui va se dire. Mais il y a cette question intéressante. Est-ce que... Poutine peut convaincre Donald Trump de lâcher l'Ukraine? Je vous pose cette question, Monsieur Rigolet-Rose. Le problème, c'est que l'Ukraine a été déjà partiellement lâchée. On l'a vu, puisqu'il y a un désinvestissement américain qui est avéré. Et puis il y a des déclarations de J.D. Vance du week-end dernier, notamment sur Fox News, où il évoquait le fait qu'il interpellait les Européens en leur disant si ce conflit vous tient vraiment à cœur, vous devez être prêts à vous engager de manière plus significative, notamment financièrement, puisque nous avons assez de dépenser les dollars à l'étranger. Donc le désinvestissement par rapport à l'Ukraine, jugé très complexe comme effectivement comme conflit, trop complexe, de toute façon fait qu'il y a évidemment un désengagement américain. C'est bien le problème qui est reproché par les Européens
européens. Donc, et en plus, ça se couple avec le souhait de renouer et de faire un reset avec la Russie. Un reset qui avait été échoué par des prédécesseurs. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui jouent pas du tout en faveur de l'Ukraine, c'est évident. Et qui jouent par rapport à un recentrage géocontinental des États-Unis. Mais en matière de préparation du sommet, j'aurais tendance à penser quand même que les phases préparatoires ont été beaucoup plus précises du côté russe que du côté américain. Régis Le Sommier. Non, moi j'ajouterais à ça que Trump, alors je parlais de l'échéance des midterms qui arrivent, mais au-delà de ça, c'est une guerre dont il ne veut pas du tout endosser l'héritage. Ça ne peut pas être sa défaite. Ce sera la défaite de Biden. Donc il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Les propos de J.D. Vance vont exactement dans ce sens. Il est un peu plus ultra contre l'intervention en Ukraine. Il a toujours été que Donald Trump. Donald Trump a fait a été un peu versatile. Un temps, il était très en faveur de Poutine. Ensuite, il est revenu côté Zelensky. Mais il a une envie, c'est de se débarrasser de ce conflit. Et Poutine a saisi l'occasion parce que, vous savez, il y avait quand même un ultimatum qui avait été donné par Donald Trump à Vladimir Poutine. Il a expiré d'ailleurs. Voilà, il a expiré, mais la veille ou l'avant-veille de son expiration, hop, visite de Steve Witkoff à Moscou et proposition de Vladimir Poutine de rencontre d'un tête-à-tête. Le tête-à-tête annule tout. Il annule aussi les projets de sanctions parce que Trump a doublé les tarifs, vous savez, contre l'Inde en l'accusant d'écouler le pétrole russe. C'est la principale raison pour laquelle les Indiens et les Américains sont opposés en ce moment. C'est justement la volonté de Trump de dire on peut pas attaquer directement la Russie, mais il faut appliquer des sanctions. Donc il était dans une période dure, et là, tout à coup, tout s'allège, puisqu'il y a cette possibilité, finalement, de régler les choses face à face, et de dire ensuite, si ça ne marche pas, si ça s'applique pas sur le terrain, c'est de la faute de Zelensky. Et c'est de la faute des Européens. Et pour Trump, de dire aussi, vous voulez faire cette guerre, comme l'a dit J.D. Vance, allez-y, financez-la, elle est à vous. Donc et nous nous désengageons. Et attention, le désengagement des États-Unis serait catastrophique pour l'Ukraine. Rappelons que sur les quelques 130 milliards de dollars investis par les Américains sur cette guerre, 80 milliards ont été dans de l'équipement militaire. L'Europe n'a pas filé même pas 10% de tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Amérique ne fournit plus les armes, si elle ne fournit plus toute la structure de surveillance qui permet aux Ukrainiens de savoir où sont les positions russes en temps réel, etc., grâce aux satellites, grâce à Starlink, grâce à plein d'outils, eh bien, aucun des pays européens n'a les capacités de prendre la suite. Donc ça veut dire, si Zelensky, ça va vouloir dire, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes pas, débrouille-toi. À domicile, tu vas avoir la révolution parce qu'il y en a qui t'attendent au coin du bois. T'as plein d'ennemis autour. Il y a Zaloujny qui prendrait bien la place. Budanov. Vous avez Klitschko aussi, le maire de Kiev, qui commence à gentiment se séparer de Zelensky. Et puis vous avez tous ces groupes d'extrême droite ultra militarisés, Edar, Azov. Azov aujourd'hui c'est une brigade, c'est plusieurs brigades, c'est une puissance considérable. Et eux ils sont pas pour arrêter la guerre. Donc quelque part, ils attendent Zelensky au coin du bois et ça va être très difficile pour Zelensky de vendre ne serait-ce qu'une concession territoriale. Si la Russie récupère le Donbass, il va falloir que Zelensky revienne devant la Rada, l'expliquer. Si l'Ukraine doit signer qu'elle ne rentrera pas dans l'OTAN, il va falloir que Zelensky l'explique aussi. David Rigoulet-Rose, l'Europe ne peut pas se substituer aux États-Unis, ou est-ce que l'Europe peut faire des efforts supplémentaires si les États-Unis se désengagent à un moment? Non, l'Europe va faire des efforts supplémentaires. Il y a déjà le Kiel Institute qui montre que les financements européens sont considérables aujourd'hui, mais ce qui peut pas se substituer au moins à court terme aux États-Unis, c'est les livraisons de matériel militaire, et notamment de toute l'architecture de renseignement qu'évoquait Régis Le Sommier, de surveillance aérienne, de surveillance effectivement qui est déterminante, notamment pour se protéger des frappes de missiles et de drones. D'ailleurs, les Allemands ont demandé l'autorisation entre guillemets à pouvoir livrer des patriotes qui sont un élément vital de la défense justement ukrainienne, mais sur le fond, de toute façon,
il y a un déficit structurel qui ne pourra pas être pallié rapidement à court terme. C'est ça le vrai dilemme des Européens aujourd'hui. C'est pas tellement la détermination des États, même si il y a des flottements dans les opinions publiques, mais il y a une prise de conscience quand même de l'enjeu que représente pour la sécurité européenne une forme d'expansionnisme territorial russe, avec des questionnements notamment sur un sujet très sensible qui est le corridor de Souaïka au nord, notamment dans les pays baltes. Et on sait très bien que c'est le talon d'Achille et que dans l'esprit de Vladimir Poutine, vraisemblablement, il n'a pas l'intention de s'arrêter subitement là où il s'est engagé aujourd'hui. Donc effectivement, les semaines et les mois qui viennent vont être déterminantes. L'Ukraine est le point focal du devenir de la sécurité européenne, probablement. Merci David Rigoleros. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de cette revue Orient Stratégique qui est publiée chez l'Harmattan. Et d'ailleurs, je vous signale que Donald Trump est en train de s'exprimer depuis le bureau ovale. Il parle d'une rencontre importante. Elle sera excellente, selon Donald Trump. Et Donald Trump, je cite, espère sauver énormément de vies et dit que Trump et Poutine sont prêts à la paix.